Bonsoir à tous. Tout d'abord, permettez-moi de remercier le comité d'organisation de m'avoir donné l'occasion de parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur à Tipaza, qui est la physiologie dans le tronc commun gauche. Alors, sans plus tarder, ça va être une communication assez rapide où on va voir de façon générale quelles sont les particularités qui se présentent anatomiquement essentiellement dans le tronc commun gauche et qui font que la FFR ou les indices de pression non hyperémique soient un petit peu faisable, mais avec des tips and tricks. Il faut savoir que le tronc commun gauche a une forme un petit peu particulière parce que c'est une true bifurcation, c'est-à-dire c'est une vraie bifurcation, que la plaque d'athérome essentiellement représente un continuum dans la bifurcation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retrouver de l'athérome tout seul, même si géographiquement vous avez l'impression qu'il est isolé, mais sachez que ça a été prouvé par les techniques d'imagerie endocoronaire que c'est un continuum vers la CX et vers l'interventriculaire antérieur. Une autre particularité à noter aussi, c'est l'aspect ovalaire de l'ostium qui fait qu'il faut toujours faire attention quand on fait l'intubation, surtout quand on veut faire une étude physiologique. Alors, comment on fait une étude physiologique du tronc commun gauche? Comment on le fait de façon bien et correcte et sans avoir des résultats biaisés? La première des choses, c'est qu'il faut essentiellement checker votre pression. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas s'engager directement parce que vous pouvez avoir des plaques, même si elles ne sont pas significatives, ça va faire spasmer votre tronc sur le guiding et du coup, ça va faire augmenter et vous rassurer faussement sur la valeur de la FFR. Autre particularité aussi, puisqu'il s'agit d'une vraie bifurcation, il faut toujours le faire dans les deux sens, c'est-à-dire faire une étude physiologique dans le sens tronc-IVA, ensuite pour ensuite faire une autre étude physiologique dans le tronc, dans la direction tronc-CX. Alors, est-ce que c'est techniquement demandant ? Pas forcément, ça ne prend pas plus de temps que ça, mais il faut toujours s'aider avec un pullback, c'est-à-dire que quand vous faites votre étude physiologique, il faut toujours finir en se retirant progressivement et doucement, et ce, dans les deux sens, dans le sens de l'IVA et dans le sens de la CX. Pourquoi? Parce qu'il existe le concept de ce qu'on appelle le downstream lesion, c'est-à-dire que la valeur de la FFR que vous allez avoir, ou la valeur de l'IFR, quand on parle des indices de pression non hyperémique que vous allez avoir, ce n'est pas seulement la valeur du tronc commun gauche, mais ça va être une valeur sommaire qui va prendre en considération toutes les lésions, même si elles sont significatives ou non significatives, dans l'IV et dans la CX. Le deuxième point important et le deuxième tips and tricks, c'est que le guiding cathéter, et ça on ne cessera de le répéter, il faut toujours travailler en étant désengagé pour éviter le fameux phénomène du wedging qui est l'aggravation ou l'amélioration de la valeur de la FFR, même si la sténose elle est serrée. Alors voici l'image qui vient de se présenter à vous, un pullback curve, c'est-à-dire un retrait progressif, que ce soit du guide ou du microcathéter de pression, et qui permettra de noter un certain nombre de step-up tout au long de l'arbre de l'IVA, pour vous dire que dans cet exemple-là, c'était l'IVA qui était malade et ce n'était pas le tronc commun gauche. La localisation de la plaque revêt une importance capitale quand on veut faire l'étude de la FFR dans cette bifurcation. Pourquoi? Parce que en fait, il faut prendre en considération la localisation essentielle de la plaque, c'est-à-dire la localisation de la lésion angiographiquement que vous voulez étudier. Si vous avez une lésion au niveau de la partie proximale du tronc, c'est-à-dire ostium ou jusqu'au midshaft, et que vous avez l'impression que la bifurcation elle est angiographiquement saine, à ce moment-là, vous faites dans les deux, dans l'IVA et dans la CX, et il faut que les deux valeurs soient négatives pour pouvoir différer la revascularisation de cet ostium. Par contre, si vous avez des valeurs qui sont contradictoires, à ce moment-là, le résultat ne tient plus et il faut s'aider d'autre chose qui est essentiellement, donc si vous avez utilisé de l'FFR, il faut utiliser un indice de pression non hyperémique qui est l'IFR, bon ça dépend le constructeur, l'IFR dans la plupart des cas, et il faut essayer de comparer entre les deux. Maintenant, si vous avez autre chose qui est une technique d'imagerie, il faut s'aider de l'IVUS parce que la FFR ne peut pas rester seule
sur la piste pour incriminer ou pour prouver l'imputabilité des sténoses intermédiaires dans le tronc commun gauche. Alors, un petit mot avant de passer au live in the box, pour vous parler essentiellement des preuves qui existent. Il faut savoir que dans toutes les études qui se sont intéressées à la FFR, que ce soit Define Flare ou à IFR Sweetheart, le pourcentage des lésions incriminées dans le tronc commun gauche n'était pas très significative. Donc la majorité des preuves que nous avons, essentiellement, c'est des preuves qui sont basées sur des études observationnelles. Parfois, elles sont importantes, ces études-là, mais on manque de Based Evidence Medicine, c'est-à-dire on manque d'études de RCT qui valideraient l'utilisation de la FFR dans le tronc commun gauche. Alors sans plus tarder, on passe au live parce que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de voir et puis d'essayer de le faire. Est-ce qu'on peut passer au live ? Et bienvenue dans ce live qui a été enregistré pour vous aujourd'hui, qui porte pour nom Sténose trompe-l'œil quand la physiologie dévoile la supercherie. On commence par présenter notre cas clinique. C'est un homme de 68 ans, hypertendu, diabétique. Il nous a été envoyé pour douleur thoracique atypique. On fait un CT scan. Pour commencer, on tombe sur une sténose intermédiaire de l'ostium du tronc qui a été estimée à 50% avec une plaque longue de l'IVA estimée à 40% et une occlusion de la CX. On fait la coronarographie qui objective les données du CT scan et on voit que la sténose du tronc ostial est estimée effectivement entre 40 à 60%. Donc nous avons décidé de faire une évaluation physiologique de ce tronc commun gauche et pour cela, nous allons commencer par s'intuber. Ensuite, nous avons mis en place un guide dans l'IVA tout en distalité. On va utiliser, alors ce qu'on utilise, c'est un système qui est basé essentiellement, c'est un système de pression qui est basé essentiellement sur les microcathéters, sur la technologie des microcathéters de pression de chez Life Insight. Alors, le principe est simple, faire passer un guide, puis faire passer un microcathéter de pression jusqu'en distalité, faire les mêmes mesures que si on avait un cathéter, un guide de pression classique. Fatima, s'il te plaît, si tu peux placer le microcathéter. Alors il faut noter qu'au départ, il faut le purger, laisser 30 secondes, puis le placer à la console. Alors ensuite, faire ce qu'on appelle un zeroing de la pression aortique, ce que fait notre infirmière en ce moment, puis un zeroing de la pression distale, c'est-à-dire la pression qui va être enregistrée au bout du microcathéter, mais avant cela, il faut le faire monter sur le guide 0014. Alors, il faut bien que le guide soit mouillé pour qu'il n'y ait pas beaucoup de friction. C'est un microcathéter qui a un très bon profil de franchissement. Alors là, on attend le 0 de la console, 0 de la pression aortique, très bien. C'est fait. On monte doucement, on ouvre la valve et on monte le microcathéter. Alors l'objectif c'est de l'emmener jusqu'au bout du guiding. Mais vu que c'est une lésion ostiale, on va faire très attention de ne pas avoir un phénomène de wedging, c'est-à-dire de ne pas aggraver ou exagérer les valeurs de la FFR, de ne pas fausser la valeur de la FFR ou de l'indice de pression non hyperémique en créant une sténose par le biais du bout du guiding. Donc on met le microcathéter au bout du guiding, on s'extube un petit peu et pour s'assurer de ce qu'on appelle l'étape de l'équalisation, c'est-à-dire à apprendre aux deux systèmes, le système aortique et le système de pression distale, à parler le même langage. Donc on fait une équalisation, on s'assure de la valeur de l'équalisation en s'assurant que notre indice de pression non hyperémique, en l'occurrence le CRR ici, il est à 1, ou alors les valeurs qui sont acceptées c'est entre 0,98 et 1,02.
Entre-temps, on commence à avancer le microcathéter jusqu'en distalité de l'IVA, tout en suivant la valeur du CRR et qui s'affiche, comme vous voyez, à 0,85, 0,83, 0,84. Alors, il faut toujours, c'est-à-dire la valeur qu'il va afficher, c'est une valeur moyenne entre 3, 4, 5, plutôt 4, 5, 5 battements. Alors la valeur qui a été affichée comprend au final c'est 0,84, puis on commence progressivement à faire un pullback pour voir là où il y a un step-up important et on remarque qu'au niveau de l'IVA2 nous avons une valeur à 0,94 qui est une valeur tout à fait acceptable, 0,92, 0,94, 0,93. Très bien, on continue à faire un pullback jusqu'à l'entrée de l'IVA, c'est-à-dire au niveau de l'IVA ostial, jusqu'à la sortie du tronc commun gauche. Et puis, on continue au niveau du tronc commun où on a des valeurs très acceptables à 0,96, 17, et on finit par vérifier un phénomène, le phénomène du drift, c'est-à-dire si la valeur elle est acceptée ou pas. Il n'y a pas de drift, on est à 1, le CRR il est à 1, on refait une autre mesure pour être sûr, et on descend jusqu'à l'IVA 3, et toujours la même valeur, à 0,83, 0,84 en IVA distal, on refait un pullback progressive, doucement, en remontant tout au long de l'IVA, pour s'assurer exactement où se fait le step-up. Et là, on est à 0,92, juste entre l'IVA2 et l'IVA3. On remonte 0,95, 16, même valeur. Toujours des valeurs acceptables, des valeurs négatives. Et le résultat final, c'est une IFR à la sortie du tronc qui est à 0,97 et une IFR au niveau de la jonction IVA moyenne IVA 3 à 0,83. Alors, à ce moment-là, alors il faut savoir que les valeurs de l'IFR permettent de faire ce qu'on appelle le pullback et d'incriminer avec précision, avec beaucoup plus de précision quand il s'agit d'une sténose en tandem que les valeurs de la FFR. Donc on refait une injection et on voit que la sténose qui est coupable, c'est cette sténose au niveau de la jonction IVA2, IVA3. On décide de procéder un stanting de cette lésion avec un stent 3,28 choisi pour l'occasion. Alors, on monte rapidement. On fait un contrôle angiographique. Là, on voit qu'on est bien et qu'on couvre toute la lésion. Et on monte à 16. On déflate. Toujours un œil sur la pression. On enlève le ballon. Et puis, on va contrôler angiographiquement, faire une injection et contrôler le résultat sur l'IVA. Un flux timide 3 avec un résultat très acceptable et on refait un contrôle avec l'IFR. On remonte rapidement. Alors l'avantage avec les systèmes d'écho-cathéter, c'est que le guide 0014 il reste en place et on refait une autre mesure tout en montant le microcathéter de pression sur le même guide. Et toujours il faut s'extuber parce qu'il ne faut pas oublier la lésion ostiale du tronc. On fait passer le microcathéter jusqu'en distalité. Alors vous voyez,
très bon profil de franchissement. Là, on est complètement extubé et là, il arrive à passer au NIVEA distal. Et là, une autre surprise qui nous attend, à la sortie du stent, on est à 0,85, 0,84, des valeurs qui ne sont pas très acceptables, et on refait une mesure au niveau du tronc, toujours de bonnes valeurs, 0,97, et là on a un step-up important au niveau du stent. On va faire une post-dilatation avec un ballon de 3,5. Donc on fait une post-dilatation avec un ballon de 3,5 tout au long du stent. 3,5 long, 3,5 20. Et puis on va essayer de revérifier après la post-dilatation la disparition du step-up et la correction de la mesure de l'indice de pression non hyperémique qui est l'IFR. Et voici le contrôle angiographique, post-dilatation, résultat très acceptable. On refait une dernière mesure. Alors, toujours une équalisation avec le microcathéter au bout du guiding, en sextube, pour ne pas créer un wedging. Donc, on est à 1, parfait. Est-ce qu'on peut... Très bien, parfait, on est à 1, 1,03. On commence à descendre progressivement. À l'entrée du stent, enfin, on n'est pas quand même à l'entrée du stent, on est juste au niveau de l'IVA proximal, on est à 0,90, 0,93 plutôt, 0,93, 94. Donc c'est des valeurs qui sont très acceptables. Et on rentre dans le stent maintenant. À la sortie du stent, on est à 0,92, 0,93, qui est une valeur négative de l'IFR. On rappelle qu'une valeur négative, c'est une valeur qui est supérieure à 0,89. On refait un pullback progressif pour s'assurer d'une valeur correcte sur tout l'axe tronc commun gauche IVA, surtout à l'entrée de l'IVA ostial où on est pratiquement à des valeurs 0,98. On vérifie qu'il n'y a pas de drift et on sort avec une IFR finale au niveau de l'IVA distal à 0,92, qui est quand même une valeur physiologique très très acceptable. On refait une dernière injection et on remarque que grâce à la physiologie coronaire, nous avons pu essentiellement exclure ou nous avons pu, comment dirais-je, exclure la lésion, l'imputabilité de la lésion du tronc commun gauche, du tronc ostial, en testant l'axe principal qui est tronc commun gauche IVA. Merci pour votre attention et à la prochaine.